Bonsoir et bienvenue dans votre émission politique Tové, qui veut dire parler vrai, dans une des langues de l'ère Djoubéa. Alors ce soir, je reçois Philippe Dunoyer, député et porte-parole de Calédonie Ensemble. Philippe Dunoyer, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, nous serons ensemble pendant 36 minutes environ. Vous répondrez dans la première partie aux questions d'actualité et bien sûr celles liées à l'avenir institutionnel. Et pour la seconde partie, vous nous avez permis de dévoiler l'histoire de deux hommes de votre famille. Nous verrons tout à l'heure pourquoi vous avez décidé de leur rendre hommage. Et c'est d'ailleurs la première fois que vous en parlez sur un plateau télé. Alors, mais avant, vos réactions sur l'actualité. Avant-hier, Justin Gaya de l'ère Djoubéa Kapoumé a pris place en tant que nouveau président du Sénat coutumier. Vous le connaissez ? Oui, on le connaît un petit peu. On a eu, il y a quelques années, notamment dans des campagnes municipales, une histoire commune à Païta. C'est un homme qu'on connaît aussi pour son passé militaire, puisque c'était, je crois, le premier officier kanak de l'armée de l'air. Et il accède maintenant aux plus hautes responsabilités au Sénat coutumier. Donc d'abord, c'est une nomination qu'il faut accepter, comprendre, puisqu'elle est toujours consensuelle. Il faut lui souhaiter la meilleure route possible à la tête de cette institution du territoire qui prend de plus en plus sa place dans l'environnement institutionnel calédonien. Et puis on sait qu'il y a des dossiers chauds qui l'intéressent, il s'est déjà exprimé dessus, donc sur Valais notamment. Voilà, sur Valais, on risque d'avoir un président engagé. Alors, il succède à Hippolyte Sinewami, qui a été très présent, très actif pendant la Covid-19, d'après la crise de la Covid. D'ailleurs, le Sénat coutumier avait exigé la fermeture des frontières dès les premiers cas. Sonia Baquès, présidente de la province sud, a répondu que chacun devait rester à sa place. Vous êtes d'accord avec elle ? Non, pas du tout. Chacun a en tant qu'institution, chacun a son mot à dire. Bien entendu, on pense tout de suite aux institutions qui sont à la manœuvre, c'est-à-dire le gouvernement, le congrès, les assemblées de province, mais il est tout à fait logique et normal, surtout s'agissant d'une pandémie, avec des risques qui étaient alors des risques avérés, d'introduction sur le territoire, de menaces sur la santé des populations. Il était tout à fait normal que le Sénat coutumier, qui représente aussi au plan coutumier une grande partie de la population, exprime ses inquiétudes, ses doutes, sa volonté de participer aux décisions aussi. Ça n'est pas une institution décorative, elle est là pour, bien sûr, dit la loi organique, travailler sur des sujets institutionnels, politiques, de droit, mais quand des sujets comme celui-là s'imposent, je trouve normal que le Sénat coutumier exprime, en tout cas, ses inquiétudes et sa voix dans le contexte qui était celui de la Covid. Les coutumiers ont demandé d'ailleurs à ce que leur statut évolue, de passer de pouvoir consultatif à un pouvoir décisionnel. Vous serez pour ? Là, il faut qu'on en parle ensemble dans le cadre de la négociation du futur accord post-accord de Nouméa. Rien n'est impossible. Ce que je crois par contre utile, c'est que le Sénat coutumier continue de creuser sa fonction consultative. Consultative, c'est pas péjoratif. C'est très important, les fonctions consultatives. Il n'y a aucun texte qui avance si, en amont, le Sénat coutumier parfois, le CESE dans d'autres cas, ne sont consultés. Et il y a, je crois, sur le champ du Sénat coutumier, beaucoup de dossiers qui sont en attente, soit sur des problématiques foncières qui méritent d'être appréhendées de manière un peu plus moderne, je pense, sur les problématiques identitaires aussi, ou statutaires, puisqu'on est quand même un territoire avec deux statuts différents. Même si c'est à titre consultatif, le Sénat coutumier peut aussi faire des propositions de textes, de lois pour changer tout ça. Donc, que ce soit un vote qui soit plus consultatif mais décisif, il faudrait voir selon quelle modalité de répartition le pouvoir des assemblées délibérantes se répartit, mais je pense que déjà aujourd'hui, cette fonction consultative doit être creusée et améliorée. Vous parliez tout à l'heure de l'usine du Sud, donc on va parler de la vente de cette usine. La période de négociation exclusive avec l'Australien New Century Resources prend fin mardi prochain. Valais pourrait annoncer la cession de son complexe industriel malgré les oppositions. Alors vous demandez le report de cette transaction après le référendum, pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord parce qu'on observe, comme vous, qu'il y a de la tension qui monte de manière forte sur ce sujet. Quelle que soit la justesse ou pas de cette tension, elle existe. Et on a même d'ailleurs encore, là, pour cette semaine, un appel à
une économie immobilisée dans la perspective de cette reprise de l'usine du Sud. Donc la tension monte et c'est normal parce que le sujet du nickel a toujours été, a fortiori dans un environnement pré-référendaire ou post-référendaire d'ailleurs, un sujet très chaud. C'est aussi normal parce que c'est une usine qui a mis quand même une bonne quinzaine d'années pour s'insérer convenablement dans son environnement, grâce au dialogue mené avec les institutions, avec les autorités coutumières, avec les populations. Ça n'a pas été simple, il y a eu beaucoup de soucis industriels, écologiques, environnementaux en tout cas. Mais aujourd'hui, elle a sa place. Sauf que cet équilibre, qui a été trouvé difficilement, il ne peut pas être décidé en tout cas de le modifier sans que les mêmes autorités soient consultées. Il faut savoir aussi que l'usine bénéficie d'un régime de stabilité fiscale décidé par le Congrès, mais décidé pour l'usine qui était attribuée à Vallée pour la production qui était celle de Vallée. Si c'est une autre production, une autre quantité, il faut qu'on sache si le pacte de stabilité continue d'être appliqué. De la même manière, la province Sud a aussi, parce que c'est la réglementation minière qui le prévoit, une décision à prendre quand il y a un changement de contrôle de Vallée-Nouvelle-Calédonie, ce qui va être le cas. Et ni le Congrès, ni l'Assemblée de la province Sud n'ont été consultés et ne se sont réunis sur ces dossiers-là. Donc nous, ce qu'on dit simplement, il n'y a pas d'urgence, il faut calmer le jeu, attendre que le référendum soit passé, parce qu'on sent quand même que les crispations sont liées à cet enjeu. Et pendant ce temps-là, et on a fait cette demande, on a déposé cette demande au Congrès, qu'une séance extraordinaire se tienne au Congrès pour examiner les projets qui existent, la procédure qui a été engagée et la création d'un comité de concertation qui permettra à tout le monde d'en savoir un peu plus aussi sur ces sujets-là. Et puis qu'à l'Assemblée de la province Sud, on discute des enjeux environnementaux et financiers, des garanties qui sont adossées à ce projet-là, parce qu'on ne peut pas être spectateur simplement d'une transaction sur une opération aussi importante que celle de l'usine du Sud. Juste par rapport à Antonin Beurrier, vous avez eu un retour avec le PDG de Valiense ou pas? On avait eu une présentation par M. Beurrier, mais de manière tout à fait officieuse, de l'intention qui était celle de Vallée, des demandes qu'ils avaient reçues, de celles qu'ils avaient retenues, de l'engagement, et après du travail qui était mené avec l'Australien, avec New Century Resources, mais pas plus. Donc moi, et je pense que personne, aucun élu ne sait exactement quel est le projet lui-même, quelles sont les garanties qui sont adossées, quelles sont les assurances environnementales, quel coût cela va-t-il avoir, est-ce que ça va bouger la défiscalisation, est-ce que ça va remettre en cause le projet Lucie, est-ce que la stabilité fiscale va être maintenue, est-ce que ces garanties financières en cas de faillite qui vont permettre à la Nouvelle-Calédonie de s'en sortir, est-ce qu'elles sont maintenues? Enfin, toutes ces questions-là, elles sont légitimes, elles doivent pouvoir être traitées publiquement, en transparence, mais pas dans un environnement où chacun finalement monte un peu à l'échelle de perroquet pour remettre de la pression. Et ça ne va pas être l'intérêt de Vallée, je pense, de prendre cette décision dans cet environnement compliqué. C'est quand même mardi prochain, ça va vite. C'est mardi prochain, ça va vite. Donc on a écrit au président de Vallée Monde, les deux autres parlementaires et moi-même, M. Poidja, M. Gomez et moi-même, pour lui demander de prendre en considération cette situation, de retarder, c'est question d'un mois, hein, c'est pas énorme, cette décision, et dans l'intervalle surtout de permettre aux institutions de faire leur travail, de se réunir. Et là, on est en train de demander la signature de 28 ou plus élus du Congrès pour organiser cette session. Alors vous dites que ces discussions ne peuvent se faire sans les institutions. Du coup, vous n'êtes pas d'accord avec la province Sud parce que Gilles Brial avait déclaré dans les colonnes des nouvelles, Vallée est une société privée, oui. C'est au vendeur de choisir son acheteur. Oui, mais enfin, on n'est pas en train de parler d'un artisan qui vend son fonds de commerce ou d'un commerce qui change de propriétaire. Bien sûr que c'est une opération entre privés qui qui achètent l'opération de l'autre ou le fonds de commerce de l'autre. Mais c'est une usine, il y en a 3. Elle est dans le sud. Personne ne peut ignorer que pendant 15 ans, ça a été compliqué. Il y a eu pas moins de 6 incidents environnementaux sur 2009-2014. Il y a eu des difficultés à bien des égards. Encore aujourd'hui ou hier, la situation est un peu bloquée devant. Donc on sent bien, c'est une usine qui est au milieu d'un espace qui est très préservé, où 4 tribus coexistent, avec, encore une fois, un équilibre qui a été long à trouver avec les institutions. C'est un projet qui ne s'est pas monté sans l'État, c'est un projet qui ne s'est pas monté sans la Nouvelle-Calédonie, sans le gouvernement, ni sans la province Sud, ni sans les communes d'ailleurs. Donc on voit bien que ce n'est pas un projet classique. Sur le principe, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, 2 privés se mettent d'accord, mais dans un environnement où tout le monde aura bien compris les intérêts des privés, évidemment, mais les intérêts des Calédoniens aussi. D'ailleurs, il faut en profiter pour dire qu'on défend une meilleure prise en considération des intérêts des Calédoniens dans l'ensemble d'ailleurs de ces sujets.
Et ça veut dire de tous les Calédoniens, pas seulement ceux d'une province, pas seulement ceux qui relèvent d'un statut, mais l'ensemble des Calédoniens, parce qu'il s'agit quand même d'une matière première, le nickel, dont petit à petit on voit bien qui s'épuise en tout cas, et dont ils ont de moins en moins la disponibilité. Il faut qu'ils puissent en tirer aussi des avantages. Alors, autre sujet, vous étiez les premiers à dénoncer les conditions du prêt de 28 milliards lors de la crise de la Covid. Vous avez même dit que cela s'apparente à une mise sous tutelle. Pour rembourser, le gouvernement parle de créer 17 milliards d'impôts nouveaux pour 2021. Alors, vous qui êtes un ancien contrôleur des impôts, dans quelle poche trouvez cet argent? Ça va être la surprise. Ça va être la surprise. Je trouve que c'est une surprise qui tarde à se dévoiler. Mais vous avez raison. Ce prêt a d'abord été expliqué ou vendu, entre guillemets, comme étant la solution pour passer la crise de la Covid. Sur les 3 premiers mois. Parce que je rappelle que c'était sur avril, mai, juin. Bon, finalement, le coût d'avril, mai, juin étant beaucoup plus faible, la décision du gouvernement, c'est de continuer de tirer sur ces 28 milliards et demi pour les utiliser sur d'autres opérations, des réquisitions d'avions, un trou du REAM à boucher partiellement, etc. Donc, on va utiliser ces 28 milliards et demi. Et on va bien sûr rembourser le prêteur. Et pour ça, dans les annexes, il est prévu effectivement 17,5 milliards d'impôts. Dans ces annexes, il y a des pistes qui sont déjà signées, en tout cas pré-identifiées par le président du gouvernement. Ça peut être sur les plus-values, ça peut être une augmentation de la TGC, ça peut être enlever des déductions à l'impôt sur le revenu, ça peut être la création d'un impôt sur l'utilisation des mégaoctets. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller rechercher ça. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on ait ce débat, comme on ne l'a pas eu au moment où on a habilité le président, parce qu'on ne savait pas qu'on allait se créer cette charge-là, et qu'on prétend toujours qu'il n'aurait pas dû signer ce contrat de prêt sans être venu expliquer aux élus, voilà les conditions que m'impose mon prêteur. Il est d'accord pour me prêter si je crée 17 milliards et demi d'impôts. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça aurait été intéressant qu'on ait cette discussion maintenant, avant. c'est fait. Maintenant c'est fait. Donc maintenant, à savoir comment cette solution va être trouvée, parce que j'entends pas, moi, annoncer des impôts nouveaux. J'entends une réforme fiscale qui est censée faciliter le travail des gens. Et j'observe qu'en métropole, par exemple, où ils sont très touchés par la Covid, personne ne veut créer de l'impôt. Tout le monde dit qu'il faut préserver le pouvoir d'achat du consommateur, veiller à baisser les prix et surtout éviter de mettre de la pression fiscale. Et nous, on va faire exactement le contraire. 17 milliards et demi d'impôts, c'est 10% de recettes fiscales en plus créées entre maintenant et la fin de l'année. Je pense que ça va tomber, puisque c'est beaucoup d'impôts, sur un plus grand nombre, c'est-à-dire sur les consommateurs, sur les Calédoniens qui devront s'attendre peut-être à des prix qui vont augmenter très fort quand ils iront faire leurs courses. Alors on va passer aux questions sur l'avenir institutionnel. Dans votre dossier de presse du 28 juillet, on lit « Calédonie Ensemble fera une campagne de respect, d'humilité et de vivre ensemble ». Alors, ce sont de belles paroles, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il faut... Je pense que c'est pas inutile de rappeler. Ça a l'air beau, ça a l'air joli, ça a l'air évident, mais c'est pas inutile de rappeler, dans l'environnement qui était le nôtre ces derniers mois, que nous, en tout cas à Calédonie Ensemble, on a toujours axé notre projet de société et notre campagne pour le référendum dans ces 3, et plus d'ailleurs, dans ces 3 directions. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'en Calédonie, on s'est toujours respecté depuis l'origine, on s'est toujours parlé depuis l'origine, et on a toujours trouvé des solutions ensemble depuis l'origine. Mais ces derniers temps, chaque événement qui, par exemple l'incendie d'une bâche, ou par exemple un fait divers terrible sur un vieux monsieur qui est agressé aux portes de fer, générait des tweets ou des posts Facebook de la part de responsables politiques, pseudo-responsables politiques en l'occurrence, qui du coup m'auraient jeté de l'huile sur le feu, et en face, ça répondait. Donc dire que cette campagne, elle s'inscrit dans un cadre respectueux, pacifique et consensuel, c'est nécessaire. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'on a du chemin à reparcourir, parce qu'on a fait un grand bond en arrière depuis 2018, où, on va dire très vite les choses, tout le référendum avait été convenu, d'accord avec l'ensemble des formations politiques et l'État. Il y avait un consensus à tous les étages. En 2020, il n'y a plus aucun consensus, on n'est même pas d'accord sur la date. On est d'accord sur rien. Et il n'y a plus d'espace de dialogue, et c'est même pire, puisque les espaces de dialogue qui existaient sont contestés par les uns ou par les autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de campagne calédonienne, de respect, d'humilité, d'écoute de l'autre, ça signifie aussi que quel que soit le projet que les uns et les autres portent,
il faut déjà qu'on arrive à se réunir. On n'arrivera pas à se réunir d'ici au référendum, c'est trop tard. Mais qu'au moins, après ce deuxième référendum, on arrête de demander aux Calédoniens tous les 2 ans s'ils sont pour le oui ou pour le non, et qu'on construise un projet qu'on leur soumettra par référendum. Mais justement, ce projet, c'est lequel? Calédonie Ensemble, vous voulez aller où exactement? Eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, une fois qu'on sera tous ensemble, se mettre d'accord sur 3 orientations principales et ensuite travailler dans les institutions. L'orientation, c'est l'identité calédonienne. Il faut vraiment qu'on se remette au travail, tous ensemble, pour finir de définir ce qu'est l'identité calédonienne, ce qui va nous permettre tous ensemble, vous et moi, et les Calédoniens, quelles que soient nos origines diverses, nos histoires, nos parcours, de nous retrouver dans un espace le même. Moi, je me sens calédonien, je suis français, et je suis européen aussi, mais je me sens calédonien. Mais j'arrive pas à dire c'est quoi être calédonien. J'ai ma définition, vous avez la vôtre. Il faut qu'on ait la même, il faut qu'on ait un signe identitaire qui nous rassemble. Il faut aussi qu'on recherche, parce qu'on est pour le non, on n'est pas pour le oui, nous on fait une campagne pour le non à l'indépendance, qu'on recherche quelles sont des souverainetés utiles, c'est-à-dire des voies sur lesquelles la Nouvelle-Calédonie doit progresser. La souveraineté alimentaire, parce qu'on dépend encore à 80% de l'extérieur, la souveraineté énergétique, pour qu'on puisse s'éclairer grâce aux ressources naturelles seulement et pas importer des énergies fossiles, la souveraineté économique. Et puis il faut aussi qu'on associe un peu plus les Calédoniens à l'exercice des compétences régaliennes, enfin plutôt à l'administration qui est en déclinaison de cette compétence régalienne. C'est-à-dire plus de Calédoniens policiers, plus de Calédoniens gendarmes, il n'y en a pas assez encore aujourd'hui, plus de Calédoniens dans l'administration pénitentiaire, ça va, mais plus de Calédoniens dans la justice. Et que la Nouvelle-Calédonie, elle participe un peu plus à l'exercice de la compétence régalienne de l'État. C'est le cas déjà en matière de justice, c'est le cas en matière de relations extérieures, mais on peut aller encore un peu plus loin. Si on développe ces autonomies, qui peuvent être institutionnelles, qui peuvent être alimentaires, énergétiques, et si on crée une identité calédonienne, ensuite ce sera plus facile de dire qu'est-ce qu'il faut changer dans les provinces, qu'est-ce qu'il faut changer au gouvernement, qu'est-ce qu'il faut changer au Congrès. Quel statut? Eh ben c'est justement ce qu'on appelle le référendum de projet. Pour l'instant, on n'a pas encore, et nous on ne va pas dire voilà notre projet, est-ce que vous signez? Les autres ne vont pas nous dire bah oui c'est bravo, c'est super, on va tout signer en bas, il faut qu'on le construise ensemble. Donc il y a une démarche de retrouver l'envie de se parler. 1. 2, il faut qu'on ait des axes essentiels. On a travaillé sur des valeurs en 2018, je pense qu'elles sont très utiles pour définir l'identité calédonienne. Et ensuite, quand il faudra rentrer un peu dans la machinerie, qu'est-ce qu'on change en termes de compétences là, en termes de clés de répartition des ressources budgétaires ici, si on est tous d'accord autour d'un objectif et d'un constat, on va pouvoir à ce moment-là travailler sur un projet d'après accord de Nouméa, et c'est ce projet-là qu'il faut soumettre par référendum aux Calédoniens. C'est là-dessus qu'ils doivent voter la prochaine fois, pas sur oui-non. On entend, c'est un discours d'ouverture, il n'est pas nouveau, et pourtant vous êtes pris une claque dans les urnes. Certains observateurs appellent ça le baiser du diable. Alors, dès qu'un loyaliste fait un pas vers les indépendantistes, il est sanctionné dans les urnes. C'est pas faux, en tout cas le revers est là, ça c'est vrai, c'est indéniable. D'ailleurs ceux qui ont gagné en 2019, l'avenir en confiance, ont gagné en contestant le fait que Calédonie Ensemble, c'est-à-dire nous, soyons trop proches des indépendantistes, qu'on discute trop avec les indépendantistes. Ils nous ont même accolé une image de semi- ou de pseudo-indépendantistes cachés. Donc je rappelle qu'on refait campagne pour le non, on l'a fait en 2018, on l'a fait en 2020, on est raisonnablement, irrémédiablement, définitivement, résolument non indépendantiste. Mais il n'y a pas d'autre voie possible en Nouvelle-Calédonie que la voie du dialogue. Ça n'a pas toujours été simple, On a payé en 2019 pour cette voie-là, visiblement, pas seulement, mais en tout cas pour celle-là. Mais par le passé, je veux nous rappeler qu'au sortir des années 80, après la guerre civile qu'on avait tous vécue ici, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et donc ce que les autres ont réussi à faire, ils étaient certainement plus doués, ou en tout cas plus investis de leurs responsabilités que nous. Il faut qu'on récupère tous ensemble ce sens des responsabilités et qu'on récupère l'envie de construire ensemble, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Vous souhaitez que l'État soit plus présent pour... Ah oui, bien sûr, l'État, ça c'est une critique que j'ai eu l'occasion d'exprimer déjà. Je trouve que l'État est trop absent du dossier calédonien depuis quelque temps, comme par hasard. Ça se manifeste dans l'organisation du second référendum, enfin du deuxième, où on voit qu'on est d'accord sur rien. Chaque sujet qui arrive est un sujet de conflit entre nous. Alors il y a eu bien sûr la période de la Covid, il y a eu bien sûr l'installation du nouveau gouvernement. Moi je veux bien entendre ça, mais déjà depuis l'année dernière, il y avait quand même un petit peu de distance, et là aujourd'hui elle est trop forte. Donc c'est ce qu'on a dit au nouveau ministre des Outre-mer, M. Lecornu, qui vient d'être nommé et qui nous a affirmé de son envie dès le lendemain du référendum de s'investir dans le dossier calédonien. C'est absolument nécessaire, c'est vital. D'abord parce qu'on est 3,
dans cet accord depuis une trentaine d'années, et pas 2. Et ensuite parce que l'État peut nous permettre de trouver, soit de prendre des initiatives ou de trouver des espaces que visiblement aujourd'hui on ne parvient plus à créer. Ici c'est vraiment maintenant, et plus aucun espace de dialogue n'existe, il y a même certains partis politiques qui contestent le principe de bilatéral. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même plus discuter avec les non-indépendantistes, mais ne veulent pas discuter avec l'État non plus, parce qu'ils le jugent partiel. Et donc, je ne sais pas à quoi ça va aboutir tout ça, mais il faut qu'on laisse retomber le soufflet du référendum et qu'à 3, on redéfinisse ces espaces de dialogue et de travail pour l'avenir. Alors on va finir avec Calédonie Ensemble, le parti sanctionné en 2019 au provincial, puis en 2020 au municipal. C'est quoi l'avenir de Calédonie Ensemble ? C'est de continuer à porter le message auquel on croit. Parce qu'on ne fait pas de la politique pour perdre, mais on ne fait pas de la politique en sachant qu'on va gagner tout le temps. Winston Churchill, c'est une phrase que j'aime bien, disait le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas. Ce qui est important, c'est l'envie et le courage de continuer, dans un contexte tout à fait particulier. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on n'a pas fait, je ne fais pas de la politique que pour gagner. Du coup, dès que je perds, il faut que je parte. Ça, je laisse ça à d'autres. Je fais de la politique parce que je porte des valeurs, je porte des convictions et je porte une envie, une ambition pour mon territoire. C'est toujours la même, elle n'a pas changé. Il faut reconnaître qu'elle a été moins connue, moins reconnue par les électeurs. Bon, très bien, c'était leur choix. Ils ont fait ce choix-là. On va voir maintenant comment ce nouvel espace, où est-ce qu'il nous amène. Mais nous, on a toujours les mêmes valeurs et je pense que ce sont des valeurs qui sont partagées par beaucoup plus de Calédoniens qui ne le croient. À nous de les faire mieux entendre, mieux passer. On va passer à la prochaine séquence de à la seconde partie, avec la rubrique des questions qui piquent ou qui plaisent. Alors Philippe Dunoyer, je vais vous présenter ces 2 corbeilles. Dans une des corbeilles, les questions qui piquent, donc c'est dans cette corbeille-là, et celle-ci avec les questions qui plaisent. Vous choisissez ? Celle qui pique. Celle qui pique, je vous laisse choisir et je vais la lire. D'accord, très bien. Je prends celle qui est en dessous. Merci. Alors, dans les urnes, comme dans l'opinion, la cote de popularité de Philippe Gomès s'est effondrée et Calédonie Ensemble aura du mal à rebondir sans changer son leadership. Qu'attendez-vous pour prendre la place du chef ? C'est une vraie bonne question. C'est pas une question qui pique. On m'a déjà posé cette question-là. Je vous réponds d'ailleurs comme je vous ai répondu juste avant. Je ne suis pas animé d'une ambition personnelle frénétique. C'est pas ça qui a construit mon parcours en politique. C'est plutôt des rencontres, des choix et un projet. 1. 2. Je pense que j'ai une qualité, au moins, c'est celle d'être fidèle à un environnement, à une équipe, à des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Donc évidemment avec Philippe. Bien sûr que quand on est leader, on est porté au nu quand on gagne et on est voué aux gémonies quand on perd. Et quand on gagne tous ensemble et quand on perd tout seul. Donc c'est très facile de jeter l'opprobre sur une personne. Mais l'avenir de Calédonie Ensemble, c'est pas juste de remplacer une personne. Ça n'aurait aucun sens. Il faudrait à ce moment-là qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faudrait que nous ayons d'autres soucis, d'autres revers, d'autres messages à porter. On est toujours sur des messages par rapport à l'avenir institutionnel, par rapport à notre vigilance sur l'équilibre, des équilibres fiscaux, économiques, sur l'intérêt général, sur la nécessité de travailler au bénéfice des plus défavorisés. C'est les mêmes que ceux qui ont permis la création de l'Avenir Ensemble d'abord, de Calédonie Ensemble ensuite. Donc c'est pas une querelle de personne. En tout cas, moi, je suis pas animé par ça. J'ai vu qu'après les élections de 2019, très vite, certains avaient considéré que du coup, c'était soit il fallait tuer le chef, soit il fallait partir. Nous, on a préféré, on est quelques-uns, rester à bord du navire. Il tangue, bien sûr, c'est vrai. Après, de quoi sera fait l'avenir, j'en sais rien. Mais si je devais avoir une autre destinée à l'intérieur de Calédonie Ensemble, il faudrait que ce soit une destinée qui soit portée, pas une destinée au détour d'un couloir avec un couteau à la Brutus. Ça me caractérise pas. Non. On va poursuivre avec la partie entre nous. Cette seconde partie, le téléspectateur découvre une facette un peu plus personnelle de l'invité. Vous avez décidé de rendre hommage à 2 hommes de votre famille. Alors vous allez nous expliquer pourquoi après ce reportage d'Alexandre Sigura.
On se trouve aujourd'hui à la mairie de Nouméa. J'ai voulu profiter de l'émission pour rendre hommage à mon aïeul, mon arrière-arrière-grand-père Eugène Porcheron. Alors pourquoi à la mairie? Parce qu'il a été le dernier maire nommé et le premier maire surtout élu de Nouméa en 1882. Il est arrivé dans des conditions difficiles, il a été contraint de quitter la France pendant la Commune. Il a été chassé, il est parti en Australie, il est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1856. Il a été éleveur, il a été prospecteur minier, il a été courtier, commissionnaire. Et puis il a eu une activité sociale que je trouvais extraordinaire puisque c'est le fondateur de la première société de secours mutuel de Nouvelle-Calédonie, la Fraternelle, qui a été la seule pendant 15 ans. Et ça a sans souci avec Nouméa, il est le fondateur du premier corps de sapeurs-pompiers. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle vraiment, pour moi en tout cas, un pionnier, un homme, toutes ses vertus humaines, ce courage, cette énergie et cette envie d'entreprendre. Je pense que quelque part, je les ai, en tout cas j'essaye de les relayer. Et c'est certainement grâce à lui, grâce à toute la filière maternelle que je les ai aujourd'hui. Et une autre grande figure à qui j'ai voulu rendre hommage dans l'émission, c'est une figure beaucoup plus directe et personnelle, c'est mon père. Parce qu'il m'a été ôté trop tôt, et c'est une blessure, encore. Mais c'était un joueur de rugby, c'était un avocat, c'était un homme avec un sourire, une joie de vivre, un épicurien, qui m'a enseigné beaucoup de choses, qui m'a construit en fait. Même si cette blessure est définitive, c'est autour de ce qu'il m'a enseigné aussi que je me suis construit. Et donc j'ai voulu ici symboliquement être sur un terrain de rugby parce que c'était un sportif. Alors dans ses jeunes années, quand il était plus svelte, il pratiquait l'aviron et ensuite il s'est mis au rugby et je m'y suis mis aussi, plus d'autres sports. Donc aujourd'hui c'est symboliquement qu'on se retrouve ici sur un terrain que j'ai foulé et que lui aussi a foulé quand il jouait pour le RCC. C'est quelqu'un qui a toujours voulu défendre les autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué pendant mon enfance, parce que je le voyais de temps en temps préparer ses plaidoiries, se creuser la tête. Et c'est à ce moment-là et je l'ai retenu, il m'a envoyé quelques messages de vie, je crois, en me disant de rester toujours en capacité de se connecter avec l'autre, quelle que soit la personne qu'on a en face, qui que ce soit, et quels que soient nos parcours. La vraie intelligence, me disait-il toujours, c'est l'intelligence du cœur. C'est la capacité à être à l'écoute de l'autre, sincèrement. Alors, chaque invité choisit toujours ce qu'il veut bien nous dévoiler. C'était important pour vous de parler de ces deux hommes? Oui, quand vous m'avez interrogé, j'ai cherché sous quel angle je pourrais dévoiler un peu de ma vie privée. Alors, il y a la vie privée qu'on veut conserver secrète, bien sûr, mais parce qu'ils sont partis, alors évidemment mon arrière-arrière-grand-père, mais mon père aussi, je me suis dit, finalement, ce sont, côté maternel et côté paternel, deux figures, pas les seules, mais deux figures qui définissent à la fois bien ce que j'aimerais être, c'est-à-dire un homme avec le courage, avec les qualités d'écoute, avec l'énergie, avec l'envie de vivre, de profiter de la vie, de regarder les choses de manière positive, même quand c'est difficile. Ils ont accompli plein de choses, et puis évidemment, quand on est jeune, puisque moi j'ai perdu mon père, j'avais 17 ans, on ne comprend pas tout ça. C'est avec le recul que j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, ben voilà, oui, bien sûr, ce qu'on entend, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce que nos figures nous renvoient, nous influencent, évidemment. Et dans les deux d'ailleurs, mais c'est un hasard, hein, puisqu'ils ne sont pas à la même époque, on retrouve cette envie d'aller vers l'autre, cette envie d'aider son prochain, de manière différente, mais ça, fondamentalement, ça définissait mon père, quelles que soient ses activités. Et puis j'ai l'image de quelqu'un qui a mordu dans la vie jusqu'au bout. Et ça m'est resté aussi, de toujours avoir ce courage de dépasser lorsqu'il y a une difficulté. Aujourd'hui, on a parlé de certaines difficultés. Il y a toujours un chemin, toujours. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et voilà, c'est une manière pour moi, modestement, de leur rendre hommage, de tirer mon chapeau à ces deux figures.
des exemples que vous suivez. On va poursuivre notre rencontre avec le questionnaire de Proust. Je vais vous poser 4 questions. Vous allez essayer de me répondre assez rapidement, Oui. sans trop réfléchir. Alors, Philippe Dunoyer, le don de la nature que vous aimeriez avoir? L'ubiquité. Alors je sais pas si c'est un don de la nature, mais parfois je me dis ce serait bien si je pouvais être dans plusieurs endroits en même temps. C'est pas un peu trop, non? Vous faites déjà assez de choses. Hein. Votre héroïne préférée dans la vie réelle? Vivante ou pas forcément? Pas forcément. Alors écoutez, très vite, comme ça je dirais Simone Veil. Parce que, d'abord parce qu'elle a un parcours absolument remarquable, c'est une femme dont les premières années ont été d'une dureté que je ne peux même pas imaginer, avec une intelligence, là aussi une résistance et une capacité à faire qui force le respect, notamment cette fameuse loi sur l'avortement dans un contexte qui est éminemment On va en parler oppressant. tout à l'heure. Voilà. Une force de caractère que vous aimeriez développer? Une force de caractère. Écoutez, je dirais l'opiniâtreté, c'est-à-dire qu'il faut, c'est jamais assez. Il y a toujours un moment où on finit par se reposer un petit peu. Et si on pouvait n'être jamais fatigué, continuer de porter en tout cas nos objectifs sans fin, sans être fatigué, je pense que j'en serais content. Oui. Et la dernière, l'émission de télé que vous ne ratez jamais? Alors je dois le dire, Koh-Lanta. Koh-Lanta. Ouais, ça surprend. Qui passe Je sur sais, ça Calédonia, surprend d'ailleurs. beaucoup. Oui. Ça surprend, ça étonne beaucoup au sein de ma propre famille aussi, mais je suis ça. Et je ne sais pas vraiment vous dire pourquoi, mais voilà, c'est pas l'exotisme, hein, parce que on est habitué, mais ce côté, il y a plusieurs personnalités différentes, de parcours différents qui se retrouvent. C'est pas tant les épreuves elles-mêmes, c'est la sélection naturelle qui s'opère, comment les alliances et les mésalliances se fondent. Je trouve que c'est assez révélateur de la nature humaine, donc je suis ça. Bon. Et bien, on va poursuivre avec notre QCM. Alors, Philippe Dunoyer, dans cette rubrique, nous allons tester vos connaissances sur l'Assemblée nationale, où vous siégez depuis 2012. Alors, qui a été le premier président de l'Assemblée nationale de la Ve République? J'ai 3 propositions: Edgar Faure, Achille Peretti et Jacques Chaban-Delmas. J'hésite entre 2. Je ne devrais pas hésiter. Je dirais Jacques Chaban-Delmas. Très bien, c'était le 9 décembre 1958. Sur les 577 députés, combien y a-t-il de femmes? 236, 228 ou 218? Alors c'est précis, je dirais c'est 236. 236, 228, 218? 36. 36, non, c'est 228. Ah, Il y a encore des près. efforts à faire. Ouais, c'est pas assez. À quelle date Simone Veil a-t-elle prononcé son discours emblématique sur la dépénalisation de l'IVG? 26 novembre 1974, 19 mai 1974 ou 27 novembre 1975? 75. Non, 26 novembre Ouais. 1974. Honte à moi. Bon, et les dates étaient très rapprochées, vous êtes dur. Hein, c'est bien fait pour moi. Voilà. Dernière question, qui est le Benjamin ou la Benjamine du Palais Bourbon? Marie Lebec, députée des Yvelines, Robin Reda, député de l'Essonne, ou bien Ludovic Pajot, député des Non, Hauts-de-France? c'est pas Madame Lebec, je dirais que c'est Monsieur Reda. Presque. Ah, c'est Monsieur Pajot? Voilà, il a mince. 27 ans. Très bien, il a Jeune. toute la vie devant lui, et est déjà député. Jusqu'où s'arrêtera-t-il? Voilà, vous avez une seule réponse sur 4. Je suis recalé. Alors nous arrivons presque au terme de ce numéro de Tové. Avant de se quitter, on va s'intéresser en images à l'actualité du monde. Donc, place à notre rubrique Plan large. Alors Philippe Dunoyer, je vais vous demander de commenter tour à tour 2 photos de l'actualité à l'extérieur du pays. Voici la première photo. Donc il s'agit du suprémaciste blanc Brenton Tarrant, et il a été reconnu coupable de 51 meurtres de fidèles musulmans lors de la tuerie en 2019, la semaine dernière. Donc le verdict est exemplaire. C'est en effet la première personne à être condamnée en Nouvelle-Zélande à réclusion perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Un avis, un commentaire? C'est l'horreur à l'état pur. Voilà, cet individu
représente tout ce que je déteste. Et je crois en plus, pour avoir lu un peu des commentaires sur le procès, qu'il n'évoque aucun regret, aucun remords, et qu'il soutient le regard des familles des victimes. Donc c'est bien que la Nouvelle-Zélande ait pris le temps d'organiser ce procès. C'est bien sûr la seule sanction possible. Mais c'est terrifiant parce que d'arriver à notre période, et c'est loin d'être le seul, avec des individus comme ceux-là qui n'hésitent pas à ôter la vie à des dizaines de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants sous des prétextes qui n'en ont que le nom, ça m'inquiète parce que c'est bien sûr pas le seul, mais c'est l'état du monde dans lequel on est. Donc plus la barbarie, plus l'horreur à l'état pur sera sanctionnée publiquement, plus elle sera combattue avec courage par les populations, mieux on se portera. On va aller à la deuxième photo, et là, ça sera très brièvement parce qu'on arrive à la fin de cette émission. C'était hier soir. Oui. L'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais qui remporte la Ligue des Champions. Pour la 5e fois consécutive et la 7e fois de son histoire. 7e fois, exactement. Voilà. Et c'est un exploit qu'avait réalisé l'équipe masculine. Le Real de Madrid entre 56 et 60. Oui. Non, mais c'est extraordinaire. Alors, c'est extraordinaire d'abord parce que c'est une petite revanche de la France sur l'Allemagne. Et je fais référence à la finale perdue chez les hommes. La finale perdue par le PSG, malheureusement. Mais c'est un club, alors, et le foot féminin a besoin d'être mis en avant. C'est un club extraordinaire. Donc, personne, à part le Real Madrid, n'avait fait ça 5 fois de suite. Je suis absolument convaincu qu'elles sont en capacité de le faire encore 1 ou 2 années de plus. Et même peut-être. Donc, c'est extraordinaire. Et puis, c'est le football français, chez les femmes d'ailleurs, qui réussit très bien. On en parle moins que les hommes, mais la formation, la capacité. Beaucoup moins, mais il faut en parler de plus en plus. Oui. Et donc félicitations à ces dames. Voilà, bon, donc c'est sur ces quelques mots qu'on va finir. Nous allons nous quitter justement sur une musique que vous avez choisie, c'est celle de Phil Collins. Pourquoi ? C'est l'artiste qui me correspond le plus. Le titre, je me rappelle. C'est Something Happened on the Way to Heaven. Mais j'aurais pu en choisir des dizaines. Voilà, du temps de Genesis ou dans sa carrière solo, je l'ai toujours eu, il m'a toujours accompagné. Il est extraordinaire, c'est un batteur formidable, un chanteur remarquable. C'est l'artiste qui me caractérise le plus, donc j'ai voulu vous donner ce morceau. Merci Philippe Dunoyer d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse remplir ce livre d'or. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours à cette même place, Claudine Berry. L'émission sera diffusée ce soir à 22h20 et disponible dès demain en replay sur notre site caledonia.nc. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.